Bonjour à tous, petite vidéo pour faire une lecture spéciale sur l'Asie et surtout on pourrait même dire étendre ça, tirer ça sur l'histoire puisqu'on va beaucoup mentionner l'histoire de ces pays. C'est pas volontaire de ma part. On va commencer avec la série Au cœur du Yamato de Aki Shimazaki aux éditions Actes Sud, format poche. Moi j'ai même le coffret qui va avec qui est là. On dira pas que c'est un peu bordélique à côté, mais c'est caché. On va commencer avec Tonbo. Alors je vous précise d'abord en premier lieu qu'on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres, c'est pas un problème puisqu'ici en fait on suit des personnes qui travaillent au sein de la compagnie Goshima ou qui y ont travaillé, peu importe. C'est le seul lien qu'ils ont et en fait on se rend compte que le monde est petit puisque tous les personnages, pas seulement par le biais de la compagnie Goshima mais même en dehors, en fait on se rend compte que tous les uns connaissent les autres et que ça fait un petit cercle un peu plus étroit qu'on l'imagine. Dans ce premier tome, enfin c'est pas le premier tome, mais dans ce premier livre que j'ai lu, on va dire, merci les pubs de The Voice, on suit Nobu, donc c'est écrit à la première personne, donc je vous invite pas forcément à lire la quatrième de couve, mais c'est peut-être mieux parce que le nom de ce personnage n'apparaît pas une seule fois. Je me souviens pas d'avoir lu à un moment donné son nom disant Nobu, je ne me souviens pas, enfin bref. Donc on suit un Nobu qui, 7 ans après avoir travaillé pour la société Goshima, se retrouve dehors, mis à la porte, pour la simple et bonne raison qu'il a refusé une mutation à l'étranger, étant donné qu'il est père de 2 enfants et marié, et il ne souhaitait pas faire subir ça à sa famille. Donc pas grave, il a ouvert un Juku, donc un Juku c'est un établissement privé d'enseignement préparatoire, donc les horaires d'ouverture sont toujours tard le soir, et sauf que lui, il ouvre ça avec beaucoup. On sent quelqu'un de très calme, de très posé, le genre de personne qu'on aime bien. et ça, en fait, il ouvre ça, il l'appelle Tonbo, d'où le titre. Et Tonbo a une signification particulière au Japon, dans l'ancien japonais, puisqu'on découvre. C'est pour ça que je dis que c'est un côté très historique, puisqu'on découvre un peu l'évolution de la langue japonaise sur certains mots, enfin un mot ou deux, il y a un mot ou deux où on découvre l'évolution en fait justement. En fait ce mot a une signification particulière aussi dans l'histoire du personnage. Et en fait c'est par ce biais-là qu'il va rencontrer en fait un ancien élève de son père, puisque son père travaillait également dans un Joku, mais son père a vécu quelque chose de très difficile et suite à ça, s'est suicidé. Donc quand il va rencontrer cet ancien élève, il est un peu perturbé parce que malgré tout, ce que son père a fait le tourmente encore, même si il en sait les raisons, même s'il sait que les raisons n'étaient pas bonnes, même s'il sait que ce que son père a fait était juste à l'époque, et même si normalement ça ne se fait pas, mais la situation était telle qu'il ne pouvait pas faire réagir autrement, et bien au fur et à mesure on découvre un peu tout ce qui s'est passé réellement dans le détail. Que lui il a juste l'histoire, la grande histoire, mais là on découvre la vérité, puisqu'en fait à l'époque le père en fait de ce monsieur, il avait giflé un lycéen rebelle de son établissement. Et cet élève était retrouvé mort le lendemain. En fait, il avait une maladie qui faisait que ça n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Mais en attendant, le père s'est senti coupable. Il a accumulé cette culpabilité avec les médias qui sont acharnés sur lui et sa famille. Bref, vous voyez la situation, donc c'est de ça dont il est question, c'est le harcèlement, l'impact que des mots peuvent avoir sur une vie, et surtout le fait que le monde extérieur, quelquefois, ne sait pas tout et se mêle de ce qui ne le regarde pas. Mais on va étendre le sujet à d'autres sujets, puisque le harcèlement a plusieurs formes, et on parle également de harcèlement scolaire, puisqu'on découvre des choses sur cet élève rebelle et pourquoi il y a eu cette gifle en fait. On découvre tout ça, et je me suis dit, mais comment un destin peut basculer sur si peu de choses? C'est hallucinant. C'est tout ce qu'on sait se dire, et on s'est dit, mais quel dommage. Quel dommage. On sait pas trop comment réagir en fait. Je le rejoindrai pas à Christelle Dabos parce que l'écriture est totalement différente, elle est très simple, elle cherche pas à faire larmoyer non plus, et on a l'impression que ça met en avant juste des faits. Voilà, tel événement s'est produit, point. Juste des faits. Et du coup,
On n'est pas dans l'émotion brute. Il y a toujours cette pudeur japonaise extraordinaire que je salue à chaque fois. Et j'en dirai pas plus. Je vous invite vraiment à le lire parce que vous allez apprendre en plus des choses sur l'histoire du Japon parce qu'il y a quelque chose en rapport avec le 4e siècle. Aussi sur l'évolution de l'enseignement au Japon qui est hyper intéressant. Sur si peu de pages, je trouve ça extraordinaire. Donc allez-y, franchement foncez. Tsukushi, au cœur du Yamato toujours, la même autrice, la même maison d'édition, et ici on suit Yuko, que nous avons rencontré dans un autre tome. Et ici, alors petite déception, mais c'est parce que j'ai la référence. Juste parce que j'ai la référence, au bout de 10 pages, 20 pages, j'ai compris vers quoi on allait. Donc Yuko a été réceptionniste au sein de cette fameuse société, et elle s'est mariée avec le fils d'un banquier. Alors qu'à la base elle était promise à un autre, enfin promise, elle avait accepté la demande d'un autre. Le fait est que son cher mari banquier, en fait tout semble parfait en apparence, et jusqu'au jour où elle trouve une boîte d'allumettes. Alors ça peut paraître anodin, mais dès la description de la boîte j'ai fait ok. Déjà là j'avais un soupçon. Et après on lui parle, je ne dirai pas de quoi et de qui qu'est-ce, je dirais juste qu'il est mentionné un auteur japonais, et que je connais l'histoire de cet auteur japonais. J'ai lu un seul bouquin de lui qui m'avait un peu... qui m'avait pas enchanté, mais en même temps, quand on connaît l'histoire personnelle de l'auteur, je comprends pourquoi il m'a désorientée. J'ai senti ce qui se cachait derrière ce qu'il écrivait. Et rien que là j'ai dit ok, j'ai compris. J'ai compris ce que j'allais lire, j'ai compris ce qui allait arriver à Yuko et le fait qu'il y a les apparences et il y a la réalité. Au Japon, enfin dans les pays asiatiques, c'est encore plus vrai qu'en Europe, mais au Japon, les apparences ont tellement d'importance. Il vaut mieux être marié, avoir une situation stable, faire comme si, même si c'est pas vrai, même si c'est pas ce qu'on est, enfin se mentir à soi-même, quoi. Grosso modo, se faire violence, ou mentir même à ses proches. Cacher qui l'on est réellement et le faire que lorsque tout le monde a le dos tourné. Grosso modo c'est ça. Donc c'est un peu l'histoire de ce livre, c'est de parler de ces couples qui en apparence fonctionnent comme la société le demande, mais dans l'envers du décor, une fois que les secrets éclatent, comment on gère? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a toujours cette petite partie historique très moins présente ici, puisque on a quand même la mention du tremblement de terre à Kobe, dont je me souviens jamais de la date. Vous savez que je suis une quiche et je me suis rendu compte, en fait je me souviens des événements mais pas forcément des dates, donc voilà, je ne prendrai pas de risque. Mais voilà, disons que Tsukushi en fait c'est le nom de la plante que vous voyez, qui est un peu la raison, ce par quoi ça va commencer l'histoire en fait, c'est un peu ça l'idée. Et c'est aussi le nom d'un restaurant je crois, si je me trompe pas. Je sais que c'est le nom il y a un bâtiment qui porte ce nom dans l'histoire, mais je ne sais plus lequel, je ne sais pas vous le dire. Je crois qu'il y a un bâtiment, un restaurant, quelque chose. Enfin bref. Tout est qui m'a moins plu parce que j'ai la référence et que du coup, dès le début, j'ai compris et je suis sur les pages en disant oui, bon, elle va découvrir la vérité. Et après. Bref, Zakuro, ici on suit Tsuyoshi Toda qui travaille aussi pour cette même société. Dont le père a disparu en Sibérie à la fin de la guerre. Et en fait, la mère de Tsuyoshi est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et la seule chose sur laquelle elle ne démord pas malgré la maladie, c'est que son mari n'est pas mort. Il va revenir, elle en est convaincue, c'est mordicus, elle lâche pas l'affaire là-dessus. Et son fils est un peu désemparé parce qu'il sait pas quoi faire pour faire admettre le fait que au bout de 35 ans, si, son mari est mort, c'est sûr et certain. Pardon, 39 ans j'ai dit, mais c'est 25 ans, c'est pas vrai. C'est pas grave. Et en fait, par le biais d'un ami, sans le savoir, son ami va apprendre que le père de Tsuyoshi est toujours en vie. Qu'il a changé de nom, qu'il est marié, enfin bref. Et il va découvrir, par le biais d'une lettre que son père lui écrit, il va découvrir ce que son père a vécu et pourquoi. Le pourquoi il a décidé de changer de vie comme ça alors qu'il était censé revenir voir sa famille. C'est bouleversant. Là pour le coup c'est bouleversant, et on se dit que juste que la guerre a détruit des vies, mais pas seulement en termes de vie et de mort, mais aussi des vies. Juste comme ça. Parce que des puissants ont décrété que. C'est grosso modo c'est ça qu'il en ressort de ce livre, puisqu'on découvre
le fait que c'est pas parce qu'il y a eu l'armistice que tout le monde est rentré au bercail et c'était bon, on n'en parle plus. Non, 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 non. Les soldats japonais, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est des politiciens qui ont négocié pour savoir, oui, non, peut-être, est-ce qu'on les ramène au pays, je sais pas, je réfléchis, enfin bref, vous voyez l'idée. C'est quand des gens, des puissants qui décident pour les autres, quoi, pour la population. Et du coup c'est bouleversant parce qu'on se dit, ils ont attendu mais combien d'années pour pouvoir revenir et certains d'entre eux n'ont même pas osé rentrer dans leur famille à cause de certaines choses qui se sont produites, qui sont horribles. Et en même temps, la raison pour laquelle Banzo Toda, donc le père, ne rentre pas, je peux la comprendre et en même temps il culpabilise, en même temps j'ai envie de dire mais mon Dieu, t'avais toutes les raisons du monde de réagir comme ça, qui ne l'aurait pas fait, enfin c'est ce qu'on appelle de la légitime défense, et enfin bref, je n'en reviendrai pas, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que celui-là pour le coup est vraiment une réussite. Il est un peu plus épais parce qu'il y a ce pan historique sur l'après-seconde guerre mondiale dont on ne parle pas, et pourtant ça c'est des sujets dont on n'aborde pas. Bizarrement on parle de pendant, mais l'après on en parle beaucoup moins. Ce serait peut-être bien d'aborder parce que ce que je disais à ma mère récemment, c'est que elle me dit ah il y avait un beau film qu'elle a regardé ou qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale ou après, enfin je sais pas trop. J'ai pas regardé parce qu'à partir du moment où j'ai entendu à peu près l'époque historique, j'ai fait ouais mais ça me saoule en fait. Je suis parfaitement d'accord sur le principe de mémoire, du devoir de mémoire, etc. Mais il y a tellement de films, de livres qui sortent sur ces sujets et je vais vous prouver après qu'il y a d'autres sujets hyper intéressants à traiter sur l'histoire et qui sont tout aussi horribles. Pas autant, on est d'accord, mais en attendant, il y a toujours des vies qui sont prises. Donc voilà. Donc on va passer au service presse de chez l'Atelier des Cahiers. On va commencer avec les 21 du Porthos de Antoine Ly. Celui-là, je le redoutais un petit peu. Parce que c'est une enquête que Antoine Ly a menée sur les premiers migrants coréens en France, dont faisait partie son père. Donc, principe de l'enquête, il part de rien, donc forcément au début c'est un peu complexe. De toute façon, il a fait une préface en expliquant justement qu'il y aurait des moments un peu compliqués parce que, en fait, à l'époque, les Coréens passaient par la Chine pour avoir un passeport chinois pour arriver en France. Donc vous imaginez un peu au niveau des papiers ce que c'était. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique et tout ça. Il n'y avait pas forcément de traducteur. Donc, arrivé en Chine, on leur a donné un nom chinois. Pour arriver en France, et le nom chinois a encore été transformé parce que les Français connaissaient pas l'orthographe. Donc, ils inventaient un peu leur business, enfin leur truc quoi. Donc, déjà rien que là, au niveau des noms, c'est très compliqué. Il nous explique la complexité de l'enquête qui mène. Il faut savoir que c'était le Covid à ce moment-là, il y avait le confinement, donc il en a profité à fond. Et il a découvert l'histoire de son père par une réalisatrice coréenne qui a fait un film sur ces fameux premiers migrants. Je ne connaissais pas, donc ça m'a donné envie de le voir. Et notamment de son père. Et c'est là où Antoine Ly s'est dit mais mon père n'est plus de ce monde et je ne connais quasiment rien en fait d'histoire de mon père. Son père n'a jamais parlé de sa vie coréenne, jamais parlé de ce qu'il a vécu. Et je trouve ça incroyable qu'il n'ait pas imposé sa culture à ses enfants. Mais il y a une explication à pourquoi il est parti de la Corée et est venu en France. En fait, il est parti au moment, 10 ans après le début de l'occupation japonaise. Et les Japonais ayant occupé le pays, ils ont décidé d'imposer la langue japonaise, forcément. Donc il y a eu un branle-bas de combat au niveau de la culture, etc. Et lui, il est parti, mais pour une autre raison que j'apprends dans le livre. Je ne le dirai pas, je vous laisse découvrir, c'est très surprenant de découvrir ça. J'étais en même temps horrifiée parce qu'il était tellement jeune. Enfin, bref. La traversée donc se passe et il tient un carnet. Alors le carnet est très compliqué à traduire parce que c'est l'ancien coréen, c'est pas le nouveau. Le coréen mélangé au chinois. Donc il a essayé de faire appel à des Coréens, mais les Coréens disent bah, je peux traduire ça mais pas ça, et inversement les Chinois ça mais pas ça. Donc on se dit bah, tu goupilles les deux. Bah non, c'était pas si simple, sinon ce serait pas drôle. Donc il fait des suppositions en fonction de ce qu'il arrive à avoir comme information. Et de là en fait il va nous présenter différentes personnes qui ont fait cette traversée avec son père, Lee Dong-si. Et il y avait des personnes quand même hyper réputées. Enfin, il n'a pas fait la traversée avec n'importe qui. Il y avait un grand musicien, il y avait des politiciens. Parce que oui, du coup, comme les Japonais ont colonisé la Corée, le gouvernement coréen s'est rabattu à l'étranger en fait. Il s'est barré à l'étranger pour préparer son retour, grosso modo.
Et lui, Li Longxi arrive en France et fait ce qu'il peut, en fonction de ce qu'il peut. Et en fait, ce monsieur a vécu quand même les plus grands moments de l'histoire. Puisque il y a eu la Première Guerre mondiale, bon, il était en Corée. Après, il y a la Seconde Guerre mondiale. Lui, il arrive, je crois qu'il arrive en France, je crois après. Il me semble que c'est après. Enfin, je sais plus trop. En termes de date, je suis complètement paumée parce que je vous dis, le livre est un peu confus en termes de date. C'est pas dans l'ordre chronologique, c'est en fonction des informations qu'il a sur l'instant T. Donc on voit que Li Longxi fait... en fait, c'est quelqu'un de très intelligent, ce monsieur. J'ai franchement concentré sur Li Longxi parce que c'est le plus intéressant, je trouve. C'était un homme hyper intelligent, une culture incroyable, une façon d'être, une façon très pudique, très discret, toujours dans l'ombre d'eux, grosso modo c'est ça. Et on se dit qu'au final, il n'a pas vécu à la hauteur de ce qu'il aurait dû vivre. Il n'a pas eu un métier qu'il aurait pu avoir au regard des connaissances qu'il avait, et pourtant il était, je pense, à ça de le réaliser. Il a fait plein de boulot, et pour finir père au foyer, mais il adorait ça, il adorait ses enfants, et il a eu 6 enfants quand même, monsieur. Marié avec une femme, et alors à une époque où être père au foyer, je pense, était très mal vu. En plus, une femme française mariée à un Coréen, je pense, était aussi très mal vu. Ils étaient en avance sur leur temps, hein, cette famille-là, donc de suivre leur parcours et de se dire, ils ont osé vivre comme ça à une époque où c'était très traditionnel. Chapeau bas. Li Longxi était tellement intelligent, il y a des extraits d'articles de presse qu'il a fait. Il a fait la préface pour une collection de livres hyper connue, je ne me souviens jamais de la collection, mais c'est fait par l'Académie française et la première édition coréenne, sur la littérature coréenne, c'est Li Longxi qui a fait la préface. Je me dis, waouh, ce mec il était hyper calé! Et on lui a jamais donné l'opportunité d'exercer un travail à la hauteur de ses talents, c'est scandaleux. Et c'était un autodidacte, il apprenait toujours par ses propres moyens. Il a fait tellement de choses, je suis admirative de ce monsieur, je suis totalement admirative. Il y a des photos aussi, la photo là, de groupe c'est la photo des premiers migrants. Il y a aussi des cartes, en photo il y a les extraits du carnet de son papa, du papa de l'auteur. Et Li Longxi, je vais essayer de vous trouver une photo de lui, si j'y arrive, parce qu'à tous les coups, il est reconnaissable entre tous en plus. Je trouve qu'il avait un visage qui lui permettait de le distinguer des autres automatiquement en fait. Enfin, c'est mon point de vue. J'ai adoré ce livre. On découvre l'histoire de la Corée en parallèle, les conséquences de la guerre de Corée aussi. Voilà. Juste incroyable. Et du coup, on se demande aussi à un moment donné, et d'ailleurs Antoine Lee en parle un peu, de comment son père a perçu les changements en Corée. Et franchement, je me dis, mais je me mets à la place de tous ces Coréens qui sont partis à l'étranger et qui voient leur pays se couper en deux, et de se dire, mais c'est pas possible que ce soit encore des puissants justement qui décident à la place de la population. Parce que c'est toujours l'histoire du monde, hein, c'est des puissants qui décident sans demander l'avis au peuple. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est incroyable. Je vous invite à le lire quand même. Alors par contre, je vous le dis, il est compliqué à lire quand même, surtout le début. Après, quand on se concentre vraiment sur Li Longxi, ça va tout seul. Vous verrez, on est fasciné par ce monsieur, là on voit les photos de la famille. Enfin, donc je recommence. Attends, je sais pas si ça s'est enclenché. Bon, vous savez que ma caméra a un petit souci de batterie. Normalement, au mois de juin, ça devrait être bon. Je devrais pouvoir financer une nouvelle batterie. On va y arriver. Donc je recommence. Le cycle d'Injin, tome 1, Notre pays de Hélène Casado aux éditions Atelier des Cahiers. Je remercie la maison d'édition de m'envoyer ce livre, de me l'avoir proposé. Et sachez déjà que je demanderai la suite parce que c'est juste pas possible. Je suis totalement frustrée par cette fin. C'est de la fantaisie historique. Et très. Alors j'ai déjà lu de la fantaisie historique très bien faite, hein, mais là j'avoue qu'on passe un cap. On est là-haut. Hélène Casado, cette jeune femme, très dur d'avoir des informations sur elle. Alors heureusement il y a un site consacré à la saga que j'essaierai de penser à vous mettre le lien en barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à demander.
il est très bien documenté, ça vous donne une bonne idée de ce que vous allez lire, pardon. Ici en fait on suit Annelle qui est une jeune femme d'aujourd'hui, une idéaliste qui prône la paix, qui considère que les nouvelles générations n'ont pas à payer pour les anciennes. Et étant donné que la Corée a été colonisée un bon nombre de fois par les Japonais, bah, il se trouve que elle, sa famille, ayant subi ça par le passé, forcément est un peu anti-japonais, et elle dit «Ah c'est bon, c'est le passé, on avance», quoi. Grosso modo c'est ça. Elle provoque un peu parce qu'elle a appris le japonais, donc elle est bilingue, elle discute avec des japonais aussi par le biais des réseaux sociaux et tout ça, enfin bref, on sent quelqu'un de très ouvert, qui a envie d'apprendre un peu des choses sur les pays du monde entier, et surtout le Japon, bizarrement. Sauf qu'un jour, suite à un accident, elle se retrouve propulsée dans la Corée du XVIe siècle, et à ce moment-là, c'est la deuxième fois que la Corée est colonisée par le Japon. D'où le titre, le cycle d'Imjin, puisque c'est la guerre d'Imjin dont il est question. C'est un peu... c'est à la fois hyper simple et hyper complexe. Je m'explique. Donc déjà, on a une jeune femme du XXIe siècle qui débarque au XVIe siècle, qui au début se dit c'est une grosse blague, et au final qui va se rendre compte que non, ce n'est pas une blague, elle n'hallucine pas. Donc elle est assez intelligente pour se taire, pour ne pas dire... que son smartphone, elle ne dit pas c'est un smartphone, elle va dire c'est un miroir, enfin, elle va trouver des excuses, elle ne va pas parler d'elle ni de là d'où elle vient. Elle va surtout découvrir, se laisser porter un peu. Puisque en fait le daimyo qu'elle va rencontrer s'est pris d'affection pour elle et du coup va l'inclure comme arquebusier dans l'armée. Surtout pour éviter que tout le monde sache que cette jeune femme est là. Il veut entre guillemets la protéger et la surveiller en même temps, puisqu'ils ne savent pas si elle est coréenne ou japonaise. Elle a tellement pas les traits asiatiques, d'où la couverture, que du coup ils savent pas trop d'où elle vient, et ils la voient un peu presque comme une divinité. Et sauf qu'elle, la guerre, comment dire, premier champ de bataille, elle peut pas, elle y arrive pas. De toute façon, elle n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit, et elle le fait pas, mais c'est pour elle horrible. En même temps, on réagirait comment à sa place? Et c'est là où je vais vous préciser que c'est pour public adulte et averti et âme sensible s'abstenir, parce que l'autrice ne nous épargne rien en tant que lecteur, on a le droit à tout ce qui se passe en temps de guerre. Mais quand je dis tout, c'est tout. Je me souviens d'un livre de fantasy historique que j'ai lu où il y avait des scènes en temps de guerre qui étaient déjà pas toujours évidentes à lire, mais c'est scènes de guerre, donc en tant que lecteur, en fait, on accepte plus facilement quand c'est basé sur des faits historiques l'horreur, entre guillemets, hein, j'ai bien entre guillemets, je mets de gros guillemets, mais on l'accepte plus parce qu'on sait que c'est la guerre, que dans ces moments-là, c'est forcément horrible. Disons que psychologiquement, on est préparé. Donc quelquefois, dans des livres qu'on lit, on n'est pas préparé par l'horreur quand c'est du fictif à l'état pur. Et là, moi, j'ai beaucoup plus de mal. Mais je sais quand c'est historique, bizarrement, je suis préparée en fait. Sauf qu'il y a une scène quand même sur... En fait, si vous voulez, à l'époque, les guerriers japonais, leur but c'était de tuer le plus de monde possible. Peu importe l'âge, le sexe, tout ce que vous voulez, c'était... Voilà. Et ils devaient ramener une preuve du nombre de personnes qu'ils avaient tuées à leur chef pour pouvoir être payés. Je vous dis pas qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est juste horrible. Il y a une seule scène où c'est vraiment décrit, enfin deux, pardon, il y a deux scènes où c'est vraiment décrit. J'ai trouvé ça tellement horrible. J'ai dit c'est pas possible. J'avais vaguement vu passer dans un livre cette histoire-là, mais c'était une phrase en passant, donc ouais ok, mais ça passe quoi, parce que c'est une phrase. Que là, de voir la description de comment il s'y prenait pour le faire, moi j'étais en mode c'est dégueulasse. Et pourquoi ça en fait? Pourquoi? J'aimerais bien. Mais enfin bref. Passons. Donc cette jeune femme se retrouve forcément très mal au sein de cette armée, à devoir au final vivre avec ses ennemis, puisque à cette époque-là c'était les ennemis de la Corée, et en parallèle on suit d'autres personnages, alors parce que c'est écrit du point de vue de Annelle, et la plupart des autres chapitres sont plutôt écrits du point de vue d'autres personnages qui sont présents, que ce soit du côté japonais ou coréen, on a les deux. Et en parallèle on a un aspect qui permet un peu d'alléger le sujet, on va dire, puisque on a par exemple un chapitre écrit du point de vue d'un oiseau. C'est hyper poétique et ça permet de souffler un peu, je vous assure, ça fait du bien. Vous avez aussi un plan spirituel, puisque on suit un peu ce qui se passe du côté des esprits.
Donc forcément ils sont morts, hein, ces personnes-là sont mortes, mais on suit surtout l'un d'entre eux. Je ne dirais pas qui, quoi, qu'est-ce, comment, volontairement. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on voit que les cultures sont très proches en fait au final, puisqu'il y a les Shinigami au Japon et il y a l'équivalent coréen. Et j'aime bien parce qu'il y a une scène assez entre guillemets humoristique où on voit les deux qui descendent, qui disent oh ils sont repartis pour une guerre, ils n'ont pas encore compris, bon ben on va même pas prendre la peine de remonter, de toute façon on va avoir trop de boulot, voilà. Donc on va rester là. C'est un peu des trucs comme ça, c'est assez comique, ça permet de soulager un peu le sujet quand même parce que si on a l'humour noir bien sûr, alors moi j'ai l'humour noir à fond donc voilà, moi ça passe. Après on est tellement fasciné par ce qu'on lit, par ce qui se passe, tout ce qui se passe parce qu'en fait c'est, si vous voulez, la plupart des personnages ont réellement existé. Il y a en fait elle a fait un petit truc à la fin hyper chouette où elle a mis un lexique pour tout ce qui est vocabulaire et elle a mis un truc sur la formation militaire que j'ai pas regardé parce que pour le coup je vais pas dire je m'en fous mais enfin bref. Ah j'avais pas remarqué ça, la petite frise chronologique qui va être bien intéressante pour moi parce que là moi vous me connaissez, je ne retiens pas les dates. Et là c'est tous les personnages historiques. Il y a même un livre que j'ai sur l'un d'entre eux que je n'ai pas encore lu et je sais qu'il y a une maison d'édition qui a fait un genre de saga là-dessus. Tous les personnages fictifs, et c'est assez drôle parce qu'elle a mis un peu en termes de personnalité, vous savez comme dans les jeux vidéo, ah plus 8 pour ça, moins 3 pour ça, des trucs comme ça. Et je trouve ça hyper chouette parce que ça veut dire que lors du prochain tome, si j'ai un doute, j'aurais même pas besoin de relire le livre parce qu'elle a fait même un petit résumé par personnage. Je trouve ça hyper chouette, donc je la remercie infiniment. Je trouve qu'il est hyper bien fait, hyper détaillé, tellement précis qu'on ne peut absolument pas douter de la véracité de ce qu'elle raconte, au moins globalement, au moins sur les périodes historiques et comment ils s'y prenaient, parce que pour aller jusqu'aux formations militaires, s'il vous plaît, celui qui remet en doute ça, voilà. Autant vous dire que je suis très curieuse de lire la suite, déjà pour voir ce qui va arriver à notre chère et tendre héroïne. Parce qu'elle est, elle est assez intelligente pour se sortir de la planète quand même. Et j'aime bien les anachronismes qu'il y a par moment où elle se ramène avec sa technologie du XXIe siècle. Et le fait qu'elle est considérée comme une anomalie justement par les hautes autorités des esprits, du côté des esprits. Du coup, que faire? Comment on règle ce problème? Et comment c'est arrivé? Et moi je me suis posé la question de comment c'est arrivé déjà et pourquoi à un moment donné il y a un personnage qui la reconnaît alors qu'elle est au XVIe siècle. Comment tu peux reconnaître une personne qui vient de plusieurs siècles plus tard? Même elle sait pas, elle l'oublie à un moment donné, et à un moment donné moi je me dis mais... Bon, on comprend qu'elle oublie, mais moi je me suis posé la question, et je pensais avoir un minimum de réponses à un moment donné, et bah non. Quand j'ai fini mon top, j'ai fait quoi? Et la suite? Je veux la suite. Bref. J'ai vraiment hâte de lire la suite, c'est un véritable coup de cœur. Je vous le recommande plus si vous avez le cœur bien accroché. Et d'autant que je pense qu'on va aller vers d'autres pays, enfin d'autres pays peut-être, je ne sais pas. Je suppose qu'on va peut-être découvrir un peu l'histoire de la famille de Annelle, je suppose. Je ne fais que supposer. Ça me paraît très logique, mais après, vu que je me suis fait vraiment... je me suis fait agripper par ce livre, totalement emporté totalement. J'ai un petit peu de mal à rentrer dedans parce que forcément il faut le temps de rentrer dedans. Parce qu'en plus, en plus du fait que les Japonais ont colonisé la Corée, il y a plusieurs groupes, enfin, plusieurs daimyos qui ont colonisé la Corée et ils se font un peu la course tous les deux. Et ils se peuvent pas se piffrer. Donc j'ose même pas imaginer le bordel que ça va être pour la suite, ça va être assez drôle. Enfin drôle. Tout est question de point de vue. Voilà, donc sur ce, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre hyper intéressant, hyper bien fait, et j'aimerais en savoir tellement plus sur cette autrice. Je sais juste qu'elle a écrit des articles sur une plateforme consacrée à la Corée que j'ai déjà probablement lu sans le savoir. C'est la seule chose que j'ai réussi à trouver sur elle. C'est frustrant. Vous n'avez pas idée à quel point c'est frustrant. Donc voilà, je m'incline et merci beaucoup, et voilà, j'en dirai pas plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer ou pas, j'aime toujours savoir ça. N'hésitez pas à commenter, liker et partager comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Salut!